ou à toutes et à tous, comme c'est comme ça qu'on doit dire en français. D'abord, notre étude est malheureusement à l'Ilou Nishmata chez les Arabanit Rivka, c'est ça? Elle s'appelait Rivka Ben Senior, qui, d'après ce que j'ai compris, est à l'initiative de ce programme merveilleux qui s'appelle Menorah. Et j'ai pas eu la chance de la connaître. On a discuté une fois au téléphone et parfois par échange de messages. Et malheureusement, elle nous a quittés trop rapidement. Mais je crois que toute l'équipe de Menorah a continué à réaliser ce travail merveilleux qu'ils ont commencé tous ensemble. Et que Akadosh Baruch Hu écoute notre filote, Mirtz Hashem, pour que la Géoula Shlema arrive très bientôt et que surtout qu'il n'y ait plus de gens malades et qui, voilà, et que nous quitte si rapidement. J'ai pensé discuter avec vous d'un sujet qui, de temps en temps, est à la une des journaux en France ou en Europe à propos de la Brit Mila. Alors, vous allez me dire, bon, les gens qui écoutent Menorah, c'est des gens qui sont tous Yirei Shamayim, qui croient en la Torah, qui aiment les mitzvot et qui croient que tout ce que Akadosh Baruch Hu veut, c'est pour le bien. Il n'y a pas de question, est-ce qu'on va faire la Brit Mila à nos enfants ou à nos petits-enfants, ça c'est clair. Mais simplement, j'aimerais me confronter avec vous aux arguments qui sont apportés d'ici et là et qui peuvent demain se réveiller. Il y a de temps en temps des pays en Europe qui veulent interdire la Brit Mila. Il y en a de plus en plus. Pas dans tous les pays, ils arrivent à réaliser ceux qui veulent faire avancer cette idée arrivent à le réaliser, mais ça ne veut pas dire que demain, ça ne peut pas se réaliser. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, vous savez mieux que moi, mais nous suivons de loin l'actualité. Il y a énormément de discussions face à la laïcité et surtout face à l'islam, mais comme l'islam aussi, on fait la Brit Mila. Donc si demain, il y a une question qui va se poser face à l'islam, ça se posera obligatoirement même face au judaïsme. Et donc, c'est des questions qui peuvent très facilement être soulevées une fois de plus. Et donc, j'ai pensé discuter de ça avec vous. En fait, en fin de compte, c'est un cours que j'ai déjà donné ici en Israël plusieurs fois. Il faudrait plusieurs heures pour bien rentrer dans tous les détails, mais j'aimerais quand même rentrer sur les points importants. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous apporter les arguments qui sont apportés par ceux qui sont contre la Brit Mila et voir des études médicales, mais pas uniquement pour vérifier la véracité des propos qui sont apportés par ces gens-là. Donc, je vais passer sur énormément de diapos. Vous allez voir, on va le voir ensemble sur ce sujet-là. Un instant. Voici donc ma présentation qui est en hébreu, mais que je vais bien sûr traduire. Donc, on parle de la polémique qu'il y a face à la Brit Mila dans les pays occidentaux de nos jours. Excusez-moi, je suis un peu enroué parce que chez nous aussi, il y a la grippe, ça existe même en Israël. Alors voilà. Donc, ces dernières années, on a eu énormément de demandes dans le monde, de tentatives pour essayer d'annuler la Brit Mila. Quand on vérifie ce qui se passe en Israël aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas 100% de personnes qui font la Brit Mila, mais on est à 97% des personnes qui sont interrogées qui disent qu'ils feront la Brit Mila à leurs enfants, qu'ils vont faire la Brit Mila à leurs enfants, donc on est presque à 100%. Et lorsqu'on pose des questions, pourquoi vous êtes prêts à faire la Brit Mila à vos enfants, c'est pas pour toujours pour des raisons qui sont des raisons religieuses. C'est aussi parfois pour des raisons qui sont autres.
je veux que mes enfants soient comme tout le monde, c'est une bonne coutume, c'est nos traditions, mais pas au point de vue religieux, mais c'est la tradition des Juifs. Et il y a certains, pour des questions médicales, c'est une bonne hygiène, etc., etc. Dans le monde, il faut savoir que la Brit Mila, c'est quelque chose de très répandu, pas, bien sûr dans le peuple juif, bien sûr dans l'islam, mais aussi dans énormément de pays qui n'ont rien à voir avec ni l'islam, ni le judaïsme. Par exemple, aux Philippines, que vous voyez ici, il y a plus de 80% des gens qui font la Brit Mila. Ça, c'est un tableau que vous pouvez trouver sur Wikipédia qui montre les endroits dans le monde où il y a la Brit Mila qui est effectuée. Donc, vous voyez, dans tous les pays arabes, en Afrique du Nord, en Afrique, et puis vous voyez ici, ce sont des pays qui sont des pays asiatiques, comme par exemple les Philippines, où bien que les gens soient chrétiens, font la Brit Mila à leurs enfants. Donc, on peut trouver des tableaux qui sont des tableaux qui montrent dans chaque pays combien de pourcentage des personnes font la Brit Mila. Maintenant, en 2013, il y a eu déjà dans la commission du Conseil de l'Europe, il y a eu une demande d'arrêter, d'empêcher la Brit Mila dans les pays européens. Et l'argument qui a été apporté, que c'est une mutilation, c'est une genre de mutilation pour les enfants. On ne leur demande pas, bien sûr, leur avis. Est-ce que vous êtes d'accord de faire la Brit Mila? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous fasse la Brit Mila, oui ou non, puisque c'est des enfants? Et que donc, d'une certaine manière, c'est mutiler des enfants, leur enlever quelque chose de leur corps sans leur demander l'autorisation, et que c'est donc au point de vue éthique quelque chose qui serait scandaleux, une sorte de trahison des parents par rapport au fait que l'enfant aurait un droit à avoir un corps entier, un corps qui est complet d'une manière naturelle. Donc on voit déjà, excusez-moi, je suis enroué, on voit encore que on considère que l'enfant est d'abord entier lorsqu'il a cette Brit Mila, alors qu'on va le voir chez nous dans le judaïsme, on considère que justement c'est quelque chose de superflu et qui abîme l'homme et qui abîme l'âme de l'homme et la spiritualité de l'homme. Donc c'est pas quelque chose qui est entier, c'est quelque chose qui est superflu et je dirais même encore pire. Ça c'est une question de conception des choses. Est-ce qu'on voit simplement le côté du corps et de la nature, ou est-ce qu'on voit aussi les côtés qui sont spirituels? Ça, c'est un point, bien sûr, important de la différence entre nos points de vue. Mais après, on va essayer encore de voir on va essayer d'entrer dans le débat et avec les arguments qui sont apportés aussi par les personnes qui sont contre la Brit Mila pour vérifier si leurs arguments tiennent. Donc là, déjà, c'est une question je dirais, de la manière dont on voit les choses. Alors, on va voir la suite. Et donc, il y a eu donc cette demande en 2013, et entre autres par les pays scandinaves qui ont demandé que si la Brit Mila peut être autorisée, elle ne pourrait être autorisée qu'à l'âge de 16 ans, où un adolescent irait devant déjà un médecin. Les médecins lui expliqueraient quel est le but de cette opération, s'il y a des risques, quels sont les avantages, et puis d'une manière, ce qu'on appelle éclairée, d'un consentement éclairé, il pourrait accepter ou refuser cette Brit Mila. C'est la manière dont les choses sont vues aux yeux des Scandinaves. Et encore une fois, si j'étais Scandinave, peut-être que je penserais la même chose, puisque je vois aucun problème dans le fait d'avoir ce prépuce qu'il a en trop, et pourquoi pas le laisser, et pourquoi faire un dommage à cet enfant. Et en 2015, après des pressions, entre autres, de l'État d'Israël et des communautés juives du monde entier contre le Conseil de l'Europe, cette décision
de considérer la Brit Mila comme un acte frauduleux ou immoral a été annulé et que donc aujourd'hui, je dirais que au nom du Conseil de l'Europe, c'est pas considéré comme quelque chose d'immoral. Mais ça change rien que, bien sûr, d'abord, la position du Conseil de l'Europe, elle n'est pas quelque chose qui oblige les pays de l'accepter. Vous le savez, après, chaque pays peut légiférer sa loi comme il veut. Donc, il y a très peu de pays qui ont accepté d'interdire la Brit Mila. Mais bien que le Conseil de l'Europe a annulé sa décision, il y a encore des pays qui sont bien sûr contre la Brit Mila, entre autres des pays scandinaves, où lorsqu'il y a des bébés qui naissent, ils sont obligés d'aller dans d'autres pays pour pouvoir faire la Brit Mila à leurs enfants. Mais de temps en temps, on voit qu'il y a de nouveau des demandes. En Islande, par exemple, je vous ai apporté ici un article sur l'Islande qui, en 2018, veut interdire la Brit Mila, qui considère que c'est un acte qui est dangereux et qu'il faut absolument l'interdire. OK ? Il faut savoir qu'aussi en Israël, malheureusement, et on entend les mêmes... c'est marginal, puisqu'il y a 97% des gens qui font la Brit Mila, mais il existe même en Israël une association qui est contre la Brit Mila. Ils ont même attaqué l'État d'Israël. Cette association a attaqué l'État d'Israël à travers ce qu'on appelle la Cour suprême en disant comment l'État d'Israël peut accepter et donner l'autorisation à des Moalim de faire la Brit Mila et donc de mutiler des enfants. C'est quelque chose qui est donc, c'est pas simplement que les parents sont des gens qui font des actes mauvais. C'est pas uniquement le Moël, c'est aussi l'État d'Israël, puisque l'État d'Israël donne l'autorisation aux Moalim de le faire. D'ailleurs, il faut savoir qu'il n'y a pas de loi en Israël. C'est pas quelque chose qui est légiféré. Il n'y a pas de loi qui donne l'autorisation aux Moalim de faire la Brit Mila, mais il n'y a pas de loi qui interdit aux Moalim de faire la Brit Mila. C'est pas au niveau de la loi, c'est au niveau du ministère de la Santé. Au ministère de la Santé, il y a une commission interministérielle qui fait partie du ministère de la Santé, le ministère des cultes, et cette commission gère ce qui est en rapport avec la Brit Mila en Israël. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, je vous ai apporté ici, en hébreu, encore une fois, mais je vous traduis les choses. Il y a une philosophe ou une femme spécialisée en éthique de l'hôpital du Canada qui s'appelle le professeur Margaret Marville, qui a écrit Somerville, qui a écrit un article qui était l'article principal qui a été présenté donc au Conseil de l'Europe, qui était contre la Brit Mila. Je vais vous apporter ici les principaux arguments où elle considère que la Brit Mila, c'est quelque chose d'immoral. Elle considère d'abord que la Brit Mila, c'est un acte chirurgical qui est très, 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 très dangereux, qui peut conduire même jusqu'à la mort des enfants, ou bien le fait qu'ils vont perdre leur organe génital, et que c'est donc bien sûr quelque chose qui est impensable, puisque c'est une procédure qui n'est pas faite pour des raisons médicales. Si c'était fait pour des raisons médicales, pour lui sauver la vie, ou pour lui empêcher un dommage médical, etc., donc ce serait clair que ce serait quelque chose qui est éthique, de prendre un risque pour pouvoir éviter un autre problème médical. Mais s'il n'y a aucune raison médicale de prendre ces enfants et de les mettre dans un danger tellement grave où ils peuvent en mourir, c'est donc quelque chose qui est immoral. Alors, je vais être quand même honnête. Moi, je vais rapporter les chiffres que j'ai aujourd'hui en Israël, qui sont des chiffres publiés par le ministère de la Santé, de tout ce qui se passe en Israël au niveau de la Brit Mila. Peut-être que Madame Sommer-Hill, elle a pris des chiffres qui viennent d'Afrique
ou, dans des peuplades qui sont dans des pays musulmans, je ne sais pas, dans des villages où il n'y a pas d'anesthésie, ou peut-être dans des villages où il n'y a pas d'instruments médicaux qui sont ils sont anesthésiés, non, pas le mot anesthésié, je veux dire où on enlève toutes les virus, toutes les excusez-moi, j'ai oublié le mot. Peut-être qu'elle elle a reçu peut-être des chiffres qui sont de certains contrées dans le monde où les gens vraiment peut-être font la Brit Mila sans aucune hygiène. Et peut-être que là-bas, il y a des enfants qui meurent. Je vais être honnête avec cette dame, que je ne connais pas d'ailleurs, mais si je prends moi les chiffres que nous, on connaît, nous les Juifs, et à mon avis, les Juifs de France, les Juifs d'Israël, les Juifs pratiquement de tous les pays, on aura les mêmes chiffres qui seront apportés. Donc, on va voir que ce n'est pas une procédure qui n'est ni dangereuse, bien sûr pas dangereuse jusqu'à parler de mort, et même lorsqu'elle parle, elle dit que ce n'est pas dangereux, elle dit que ça peut provoquer des dommages très, très graves. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, parce que tout est possible, mais c'est des choses qui sont très, 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 très rares et pratiquement impensables. Alors, je vous ai apporté des chiffres qui viennent du ministère de la Santé en Israël, des chiffres qui sont un peu vieux, mais ça ne change rien à mon avis. Il faut savoir qu'en Israël, il y a encore une fois, ce n'est pas une loi, mais c'est une chose qui se fait automatiquement. Dès qu'un enfant arrive à l'hôpital à la suite d'une Brit Mila, l'hôpital est obligé de déclarer le fait qu'il y a un enfant qui est arrivé à la suite d'une Brit Mila. Il est obligé de le déclarer, 1, au ministère de la Santé, 2, au ministère des Cultes, et de donner à chacun le nom du bébé, quel a été le problème médical et qui est le nom du Moël. Et bien sûr, c'est une manière pour l'État d'Israël de vérifier qu'il n'y a pas des Moalim qui se baladent et qui font des choses qui seraient impensables à nos bébés, à nos enfants. Donc, c'est quelque chose qui est très bien, le fait de déclarer, etc. Ça nous donne aussi une possibilité de voir vraiment ce qui se passe dans tous les pays, dans tous les hôpitaux israéliens, donc dans tout ce qui se passe dans tout Israël. Alors, en 2013, il y a eu en Israël 65 000 britot, 65 000 Brit Mila qui ont été effectués. Donc, un chiffre énorme, OK? Et à la fin, il y a 31 bébés qui ont été amenés à l'hôpital suite à la Brit Mila. Je ne suis pas bon en mathématiques, mais 31 sur 65 000, déjà, on est à des chiffres qui sont très, 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 très petits. Vous allez me dire, c'est vrai, statistiquement, pour chaque bébé qui est arrivé là-bas à l'hôpital, un de trop et de trop. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'un de trop et de trop. Mais lorsqu'on va après vérifier les détails de ces déclarations du ministère de la Santé, on va vérifier quels sont les détails. Alors, il y a eu 24 cas où simplement il y a eu un peu trop de sang. Et donc, les parents ont eu peur et ont amené le bébé à l'hôpital. Mais c'est quelque chose de bien. Le fait d'avoir peur et d'amener son bébé à l'hôpital, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais en tant que Moël, personnellement, je peux vous dire que d'abord, il arrive qu'il y ait des bébés qui ont des vaisseaux sanguins peut-être plus épais que les autres, et il y a beaucoup plus de sang qui coule. Et puis, parfois, c'est même pas du sang, c'est le bébé qui a uriné dans la couche, il y avait un peu de sang dans la couche, ça fait une énorme tache, on a l'impression que tout est rouge, mais en fin de compte, c'est de l'urine colorée avec un peu de sang. Et donc, il y a 24 bébés qui sont arrivés à l'hôpital à cause d'un problème sanguin, d'une perte de sang, mais encore une fois, okay. Il y en a uniquement 2 qui ont eu besoin où il y a eu une opération qui a été faite suite à la Brit Mila, 2 qui ont eu besoin d'avoir où il y a eu besoin d'avoir des points de suture. En général, quand on parle de points de suture, c'est justement à cause du fait qu'il y a peut-être un vaisseau sanguin qui est très, très épais et que le Moël n'a pas pu
d'une manière simplement, en faisant simplement une application, un peu une pression sur les vaisseaux sanguins, d'une manière générale, ils se ferment. Lorsqu'on a des vaisseaux qui sont un peu trop dilatés, alors il va falloir faire un point de suture, fermer ce vaisseau, et ça c'est interdit qu'un Moël le fasse. D'après la loi israélienne, uniquement un médecin peut faire ça. Donc c'est tout à fait normal qu'on accompagne cet enfant à l'hôpital, et tout à fait normal que cet enfant soit soigné comme il faut. Donc encore une fois, si on parle de 2 cas sur 65 000, on est vraiment à des taux de dangereux, de danger qui sont très, très, très faibles. 15 de ces bébés ont eu ce qu'on appelle un tipoul shamrani. Tipoul shamrani, ça veut dire rien du tout. Ça veut dire on a vérifié que tout va bien, on lui a changé la couche, on lui a peut-être changé le pansement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien du tout, on l'a ramené à la maison. Et donc, en fin de compte, il y a eu, sur ces 31 cas, il y a eu peut-être 2 cas qui sont des cas beaucoup plus graves. Il y a un cas où il y a eu une infection suite à la Brit Mila, et 2 cas où le bébé a dû être opéré. Donc, encore une fois, bien sûr que pour chaque bébé, c'est quelque chose qui est très grave, s'il a dû être opéré, etc. D'abord, ça ne veut pas dire qu'il lui est resté des séquelles. Mais, encore une fois, si on retourne à la proposition ou à la présentation ou à l'action de Madame Magarem Samaouel, qui nous dit que la Brit Mila, c'est un acte médical très, très, très dangereux, qui met la vie des bébés en péril, ou bien qui les met leur santé en péril. Alors, encore une fois, ça n'a rien à voir avec les chiffres que moi je connais en Israël. Je vais prendre un instant, je vais simplement boire un verre d'eau, peut-être que j'arriverai mieux à parler. Excusez-moi. Je suis revenu, j'espère que ça va aller mieux. Peut-être qu'en prenant des petites gorgées d'eau, ça ira mieux. Excusez-moi, vraiment, je suis désolé. Okay. Je continue. On a, par exemple, une étude qui a été publiée en Israël par tous les directeurs de département d'urologie infantile. Vous savez que l'urologie, c'est la médecine qui s'occupe des parties génitales de l'homme et de la femme, surtout de l'homme. Et on a, de la même manière qu'on a une urologie pour les personnes âgées, etc., des problèmes de prostate, on a de l'urologie qui est en rapport avec les enfants, avec les bébés. Et dans chaque département en Israël, dans chaque hôpital en Israël, comme dans tous les hôpitaux du monde, on a des départements qui sont des spécialistes de l'urologie. Et donc là, vous avez un article qui a été publié par tous les directeurs d'urologie de tous les hôpitaux israéliens, où ils prennent encore une fois tous les cas qui ont été de bébés qui seraient arrivés à l'hôpital suite à la Brit Mila. On parle dans l'année 2005, peut-être que c'est de 2004, mais encore une fois, c'est vrai que c'est des chiffres qui sont un peu vieux, mais je ne pense pas que ça change tellement d'année en année. Les chiffres, à mon avis, ils ne vont qu'à la baisse, parce que les techniques, même les techniques des Moalim, sont de mieux en mieux. Mais c'est pour vous montrer de toutes les manières. On parle ici de 55 cas uniquement de bébés qui sont arrivés à la Brit Mila, à la suite à l'hôpital, ok.
Et déjà, un point qui est important, il nous montre qu'il n'y a aucune différence entre les bébés qui ont été circoncis par des moalim ou des bébés qui auraient été circoncis par des médecins. Il y a certaines personnes qui veulent absolument que ce soit un médecin qui fasse la brit mila à leurs enfants et pas un moël. Mais lorsqu'on voit les chiffres des bébés qui arrivent à la suite d'une brit mila et des complications qu'il peut y avoir, il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre les uns et les autres. Ça peut arriver chez un médecin, comme ça peut arriver exactement de la même manière chez un moël. Donc, c'est déjà un point important. Et encore une fois, là, quand il parle vraiment de cas. Il y a eu 2 cas d'infection. Il y a eu un cas grave, ça c'est vraiment très grave, d'amputation. OK, et le reste était vraiment des choses qui étaient très, très bénignes. Quand ils font leur estimation, ils parlent d'un risque de complication de 0,34%. Donc, encore une fois, et donc, ils arrivent à la conclusion finale que les complications en Israël à suite de circoncision, OK, sont des choses qui sont très, très rares et qui sont des cas qui sont en général très légers et qui sont des choses qui sont corrigibles. Donc, ce n'est pas des cas qui sont graves et il n'y a aucune différence significative de différence entre une brit mila qui aurait été faite par un moël ou qui aurait été faite par un médecin. Et ça, encore une fois, ce n'est pas les moalim qui vous le disent, ce n'est pas la rabbanout qui vous l'écrit, c'est tous les spécialistes d'urologie des hôpitaux en Israël. Et donc, on voit encore une fois que d'écrire la brit mila, qu'on a un acte barbare, dangereux, qui met la vie des bébés en péril, ou qui met la vie, la vie je dirais même sexuelle, etc., en péril, c'est des grands mots qui, encore une fois, si je les prends moi en tant que juif en Israël, et à mon avis, pareil pour les médecins de France et les médecins, encore une fois, je crois que ça n'a rien à voir avec notre réalité. Je ne veux pas dire qu'encore une fois, peut-être que dans certains endroits du monde, ça existe, mais pas dans notre réalité à nous. OK. Et il parle du fait que la brit mila aurait des implications néfastes sur la vie sexuelle des gens, donc, après, à leur maturité, après leur mariage. Alors ça aussi, c'est des choses qui ont été vérifiées, OK? C'est des choses qui ont été vérifiées, et entre autres, là, je vous apporte, et que donc, puisqu'ils disent que d'un côté, la brit mila n'a aucun avantage médical, mais qu'elle met que des dangers, et des dangers, ouais, et des implications néfastes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument aborder, annuler, puisque c'est quelque chose qui est donc immoral. Alors là, encore une fois, je vous apportais un article qui a été écrit par les pédiatres, American Academy of Pediatrics, ok, donc on parle des pédiatres américains, l'association américaine de tous les pédiatres, bon, peut-être qu'ils s'appellent tous Cohen et Lévy, je ne sais pas, mais aussi des non-juifs aux États-Unis qui sont médecins, il n'y a pas que des juifs. Ils disent d'une manière claire qu'ils sont arrivés à la conclusion que le bénéfice médical pour les bébés de la circoncision est bien au-dessus des risques, et donc c'est quelque chose qui est tout à fait justifiable. Et de dire que c'est quelque chose d'un acte qui est encore une fois immoral parce qu'il n'a aucune utilité est tout à fait fausse, puisqu'on sait aujourd'hui que la brit mila enlève des maladies infectieuses qu'il peut y avoir. Ok. Donc on sait qu'aujourd'hui, que certaines maladies comme le sida, l'hépatite, toutes sortes de transmission de maladies vénériennes, etc., le fait qu'un homme puisse contaminer, j'ai oublié le mot contaminé, alors qu'on est au milieu d'une pandémie, c'est quelque chose de merveilleux quand même, j'ai oublié ce mot-là. On peut contaminer une femme par le virus du papilloma, par exemple, qui peut provoquer ensuite le cancer
du col de l'utérus. Toutes ces choses-là sont diminuées énormément à la suite du fait que les gens ont fait la Brit Mila. Et c'est quelque chose qui est prouvé au point de vue épidémiologique. Et donc de dire que la Brit Mila n'a aucun sens, c'est quelque chose de tout à fait, c'est pas quelque chose de vérifié. C'est des mots en l'air. C'est d'ailleurs pour cette raison que il faut savoir qu'il y a un programme mondial par l'ONU, par le Fonds international de la médecine, d'essayer de faire la Brit Mila dans les pays africains où il y a énormément de maladies comme le sida, mais encore d'autres maladies comme le Ebola, etc., pour essayer justement d'éviter la propagation de ces virus. Et il y a des délégations même d'Israël, de médecins israéliens et de moalim israéliens qui partent en Afrique, dans certains contrées où on accepte qu'ils viennent, ils font des Brit Milot à la chaîne, justement pour éviter après la propagation de ces maladies qui sont bien sûr des maladies mortelles. Donc on ne peut pas dire que, encore une fois, la Brit Mila est un acte chirurgical qui n'a aucun sens et qui met la vie en danger des enfants et qui n'a aucune côté positif. Ça a oui des côtés positifs du point de vue médical, ce n'est pas dangereux du point de vue médical d'un autre côté, et donc c'est quelque chose qui est tout à fait correct au point de vue, sans parler de judaïsme, en parlant uniquement du fait que des parents voudraient circoncire leurs enfants. Et pareil, au niveau de la sexualité, il y a des études qui ont été faites de personnes qui avaient une vie sexuelle avant la Brit Mila, qui ont été après, ils se sont fait faire la Brit Mila ensuite, peut-être ils se sont convertis au judaïsme, ils se sont peut-être convertis à l'islam, etc. Et ils montrent qu'il n'y a pas de différence, de grande différence au point de vue de leur plaisir sexuel et de leur activité sexuelle. Il y en a même qui disent que ça fait quelque chose de plus positif. Excusez-moi, je rentre dans ces détails-là, mais c'est encore un point pour montrer que toutes les bases des personnes qui partent contre la Brit Mila, on peut toujours trouver des articles, encore une fois, moi je ne vous parle pas des choses qui sont en l'air, je vous apporte des articles qui sont publiés dans des journaux internationaux. Alors, je sais qu'on met parfois en question la véracité des cas, est-ce que la fiabilité des cas, etc. Mais si on est sérieux, encore une fois, on prend des journaux internationaux, etc., et qu'on voit que ces idées-là reviennent et reviennent et reviennent, et c'est redondant, donc on peut considérer que c'est des choses qui sont vraies. Et je continue avec vous. Il y a par exemple une étude qui a été faite pour vérifier si les bébés après la Brit Mila avaient vraiment des grandes souffrances. Alors on connaît tous le Sefer Bereshit, Avraham Avinu, où la Torah nous dit que le 3e jour, il était devant sa tante, et la Torah utilise les mots biotam koavim, que c'est le 3e jour où ça fait le plus mal. C'est vrai que c'est écrit dans la Torah, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vérifier d'une manière médicale, d'une manière scientifique? Et est-ce que vraiment les bébés souffrent après la Brit Mila? Alors, pour pouvoir vérifier cette chose-là, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des bébés qui ont été donc circoncis et ils les ont branchés pour essayer de vérifier la respiration de ces bébés dans la nuit qui suit la Brit Mila. Et on sait que lorsque une personne souffre, il y a une montée de cortisol dans le corps, et la montée de cette cortisol dans le corps fait que les respirations sont beaucoup plus profondes que quelqu'un qui ne souffre pas. Et donc, on peut très bien, en étant bien sûr l'autorisation des parents, prendre une centaine de bébés qui n'ont pas eu la Brit Mila, prendre une centaine de bébés qui ont eu la Brit Mila, vérifier leur respiration en mettant un appareil avec des sensors sur leur corps,
et donc de vérifier après, est-ce que la respiration des bébés qui ont été circoncis est différente que la respiration des bébés qui n'ont pas été circoncis. Et il s'avère qu'il n'y a aucune différence. Qu'en fin de compte, les bébés, après la circoncision, la plupart des bébés dorment très bien et qui n'ont pas des signes extérieurs de souffrance tels qu'on pourrait après les percevoir d'une manière scientifique. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais moi je me rappelle que mon bébé il était agité, d'accord, je ne veux pas dire le contraire. Mais encore une fois, si on fait des études et qu'on vérifie à longue échelle, on va se rendre sur un grand nombre, on va se rendre compte qu'il y a aussi beaucoup de bébés qui peut-être ne dorment pas bien la nuit parce qu'ils ont mal au ventre, et d'autres parce qu'ils ont simplement un trouble du sommeil, mais pas obligatoirement un problème de grande souffrance, encore une fois. Je ne dis pas que c'est rien du tout, mais moi, je ne me rappelle pas que j'ai souffert après la Brit Mila. Mais si on vérifie encore une fois les choses d'une manière scientifique et qu'on veut répondre aux personnes qui sont contre la Brit Mila, qui nous apportent des arguments scientifiques, alors on peut facilement les balayer en leur disant vous êtes basé sur quoi? C'est des paroles qui sont en l'air parce que c'est des choses qui ont été vérifiées et c'est des choses qui sont, encore une fois, vos propos n'ont pas été prouvés. Et un instant, ok. Alors, une partie des personnes qui sont donc contre la Brit Mila considèrent que même s'il n'y a pas de douleur, même si c'est pas dangereux, etc., il y a un autre problème au point de vue de l'éthique, c'est qu'il faut, comme je vous ai dit, demander le consentement éclairé des personnes. Il faut donc leur demander, leur expliquer ce qu'ils veulent, quel est le but, quels sont les avantages, les inconvénients, et puis leur demander leur avis. Alors d'abord, si on veut être honnête, il faut faire ça surtout. C'est-à-dire qu'il ne faut plus mettre de boucles d'oreilles à des petites filles, parce que, pareil, on leur fait des trous dans les oreilles, peut-être qu'elles sont contre. Il faudrait peut-être pratiquement rien faire à tous ces enfants et leur demander uniquement, après leur majorité, ce qu'ils veulent. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui ne veulent même pas mettre le nom, le sexe de l'enfant sur la carte d'identité en leur disant, mais il faut attendre qu'ils grandissent pour qu'ils décident s'ils veulent être un homme ou un garçon, une femme ou un garçon. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent comme ça, mais pour rester encore une fois dans le domaine du médical, en fin de compte, plus on repousse la Brit Mila, et plus on va se rendre compte qu'au point de vue des études scientifiques, plus on agrandit le risque de complications. Donc, si déjà on veut diminuer, minimiser le nombre de complications médicales suite à la Brit Mila, plus on le fait tôt, moins on a de complications. Et ça, c'est une étude, encore une fois, qui a été, comme je vous ai apporté ici, une étude qui a été publiée par des pédiatres, etc., qui montre que plus l'âge, plus on augmente, et plus il y a des complications au niveau. Et donc, il faut absolument faire ça. Pour eux, à moins de l'âge d'un an, plus on passe, plus l'enfant grandit, et plus il y a des complications. Entre autres, parce que vous savez que nous, quand on fait la Brit Mila, je peux vous raconter que je connais quelqu'un qui a fait la Brit Mila à ses enfants. Il voulait absolument que ce soit un médecin qui fasse la Brit Mila à ses enfants. Je ne suis pas non plus sûr que ce soit un médecin juif qui a fait la Brit Mila. Il faut savoir que c'est un problème ilchatique. On ne peut pas faire la Brit Mila par quelqu'un qui n'est pas juif. Cette Brit Mila, elle n'a pas de sens dans le fait que la Brit Mila, ce n'est pas simplement un acte chirurgical de fait d'enlever le prépuce, mais c'est avant que ce soit une opération médicale, c'est d'abord un acte religieux qui vient prouver qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde, qu'Akadosh Baruch Hu a choisi le peuple juif, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot, et que donc on ne peut pas faire ça par quelqu'un qui n'est pas juif, et on peut non plus ni faire ça par quelqu'un qui n'est pas respectueux des mitzvot, quelqu'un qui dirait je suis juif mais je suis athée, je ne crois pas du tout en la Torah, mais je fais ça parce que vous m'avez demandé, parce que vous me payez,
et bien cette Brit Mila, d'après la halakha, elle ne vaut plus rien. Il faudra refaire après. Alors, une fois qu'on a fait la Brit Mila, on ne peut pas la refaire, mais il faudra après, par un Moël, faire couler quelques gouttes de sang en disant les brachot, etc., etc. Donc, c'est pas. Donc, on peut pas faire la Brit Mila, ça peut pas être fait par n'importe qui. Et alors, cette personne que je connais a eu des jumeaux. Il a voulu faire la Brit Mila par un médecin. Encore une fois, je ne sais pas si c'était un médecin juif ou non. Et ce médecin, il a pris et il a fait des points de suture autour où il y a eu le prépuce qui est coupé. Il a fait des points de suture. Et ça fait que des complications. Chez les deux bébés, il y a eu des infections, etc., etc. Alors que vous savez qu'on n'a pas besoin du tout de points de suture lorsqu'on fait une Brit Mila, parce que l'organe génital du bébé est tellement petit qu'on n'a pas besoin de points de suture. C'est que dans des cas qui sont très rares et en général, il n'y a pas besoin. Donc, vous voyez, plus l'enfant est grand, plus l'organe génital est grand et plus on risque d'avoir des complications après. Et donc, encore une fois, de dire que pour le bien des bébés, il faut repousser la Brit Mila le plus possible, ben, je dirais qu'au point de vue de l'éthique médicale, c'est quelque chose qui est tout à fait au contraire, puisque ça ajoute des complications. Et alors, encore une fois, en plus de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, et j'espère que j'ai réussi à vous convaincre, encore une fois, je n'ai pas parlé de Torah, j'ai parlé pour l'instant que de médecine. Mais bien sûr que nous aussi dans la Torah, on s'inquiète de la santé de nos enfants. Et le Rambam dit d'une manière claire dans ses halachot, dans la Halachot Mila, En malin et la valad chez En boshum choli. On a le droit de faire la Brit Mila uniquement à un enfant qui n'a aucune maladie. Et si il y a le moindre doute que la Brit Mila risque de lui faire d'un dommage, le mettre en danger, on a l'interdiction de faire cette Brit Mila. Et comme nous dit le Rambam, la Brit Mila, on peut toujours la repousser d'un jour, de 2 jours, d'une semaine, d'un mois, de 10 mois. Mais une âme juive, on ne peut pas la ramener sur terre. Donc, il est totalement interdit de faire la Brit Mila à un enfant si on a le risque, le moindre risque, qui soit en danger. Et cette halachot, elles sont tellement grandes que même lorsqu'un médecin dit aux parents et aux Moël, votre enfant est en bonne santé. Par exemple, un enfant qui était dans une couveuse, il a été prématuré. On considère qu'il est en danger. Il n'est pas assez fort, il n'est pas assez grand. Il faut attendre, bien sûr, qu'il arrive à maturité et les médecins vont pouvoir nous dire, voilà, à partir de telle heure, on a vu que votre bébé, on l'a examiné, tout va bien. Pour nous, vous pouvez faire la Brit Mila. Eh bien, on n'a pas le droit de faire la Brit Mila. On doit encore attendre 7 jours pour pouvoir faire la Brit Mila. Après que le médecin nous ait dit que tout va bien et qu'il est en bonne santé, il va falloir attendre 7 jours pour être sûr qu'il n'y aura pas une récidive. C'est ce que la halakha nous dit. Même après que le médecin nous dise que tout est OK, il faut encore attendre 7 jours. Donc ça, c'est un point très important. On voit en quoi la halakha, elle a pris en considération le fait qu'un bébé ne doit pas, chas v'chalila, être mis en danger par la Brit Mila. Et d'ailleurs, un Moël qui ferait la Brit Mila à un bébé sans attendre les 7 jours, il enfreindrait la halakha. Il ferait pas une mitzvah, il ferait une avera. OK? Même si, par exemple, un bébé, pour vous montrer, un bébé aurait été, après la naissance, je dirais qu'il aurait, par exemple, il aurait avalé du liquide amniotique, ça lui a fait une genre d'infection, mais au bout de 3 jours, les médecins disent, ah, maintenant tout va bien. Donc, au bout de 4-5 jours, le bébé sort de l'hôpital. On arrive au 8e jour. Donc, normalement, le 8e jour, il faudrait lui faire la Brit Mila. Eh ben non, on ne lui fait pas la Brit Mila le 8e jour. Parce que on ne va pas maintenant aller selon le moment où il est né. On va aller selon le moment où les médecins l'ont dit.
il est sorti de danger. Pendant les 2 premiers jours, il était en danger. Donc, tout est repoussé de 2 jours. Et même si on ne va pas faire la Brit Mila à cause de ça, le 8e jour, tout va être repoussé. Et si après il y a un Shabbat, ça va être encore repoussé parce qu'on ne fait pas la Brit Mila Shabbat lorsque ce n'est pas le 8e jour. Et encore une fois, vous voyez qu'on va tellement en prendre considération le fait qu'on doit garder, bien sûr, la santé des bébés. Alors, on sait très bien qu'un bébé qui est jaune, qui a une jaunisse, on ne lui fait pas la Brit Mila. Un bébé qui aura la rougeole, pareil. Et même si les médecins ils disent, vous savez que les médecins de nos jours, ils nous disent que ce n'est pas un vrai jaunisse, que la jaunisse du bébé à la suite de la naissance, ce n'est pas une jaunisse qui est infectieuse. Et ça, c'est vrai. C'est pas un virus. C'est le fait que uniquement le foie n'est pas encore arrivé à maturité. Et donc, il y a une augmentation de ce qu'on appelle la bilirubine. C'est un produit que normalement le foie doit éjecter du sang vers les urines. Et là, le bébé, le foie n'est pas encore assez mature du fait, et ça provoque le fait que on a l'impression que le bébé est jaune. Mais même si un médecin vous dit, mais non, c'est pas dangereux, c'est rien du tout, on n'a pas le droit de faire la Brit Mila. Les Chachamim, la Gemara nous a dit qu'il ne faut pas faire la Brit Mila. On ne fait pas la Brit Mila. Et le médecin, il peut nous dire que ce n'est pas dangereux. Nous, nos rabbins, on dit que c'est dangereux. On ne fait pas la Brit Mila encore pour vous montrer le fait que ce n'est pas quelque chose qui est pris à la légère, le fait que on veut bien sûr garder la bonne santé de nos enfants. Et il y a une autre halakha qui est rapportée, bien sûr quelque chose qui est, à mon avis, jamais arrivé sur Terre, mais peut-être. Si on fait la Brit Mila à un enfant, et que cet enfant est mort à la suite de la Brit Mila, et que son frère, on lui a fait la Brit Mila, et que le frère aussi est mort, chas v'chalila, et bien au 3e enfant qui va naître, si encore une fois il y a un garçon, on aura l'interdiction de lui faire la Brit Mila. Mais ça, pas simplement à lui, à tous ses cousins, à tous les bébés qui sont les enfants des sœurs de la maman du bébé. OK? De peur qu'il y ait peut-être une maladie génétique dans cette famille qui fait que tous les bébés qui naissent dans cette famille, ils sont en danger de mort si on leur fait la Brit Mila. Donc vous voyez jusqu'à quel point le fait que l'hygiène et la santé de nos bébés est tellement importante dans le judaïsme. Et bien sûr, un médecin qui ferait une Brit Mila sans ça, un médecin ou un moël, bien sûr, il enfreindrait la halakha et ce serait quelque chose, bien sûr, de très grave. Alors, comme je vous ai dit, en Israël, il y a une commission interministérielle qui est du ministère de la Santé et du ministère des Cultes qui gère les lois ou les principes de travail, d'éthique et de travail des Moalim en Israël. Les Moalim en Israël sont obligés de passer des examens devant cette commission, des examens bien sûr de halakha, mais aussi des examens techniques, des examens médicaux. Ils sont obligés de se présenter régulièrement avec leur matériel pour montrer qu'ils ont bien du matériel qui est propre, avec l'hygiène, des choses qu'on peut facilement désinfecter. Ils doivent expliquer devant la commission comment ils désinfectent leur matériel. OK? Ils ont acheté un appareil pour désinfecter leur appareil. Ils doivent être eux-mêmes vaccinés contre, par exemple, l'hépatite B. C'est quelque chose d'obligatoire. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est pris à la légère, malgré, encore une fois, le fait que les complications sont presque inexistantes. Mais justement, peut-être grâce à ça aussi, du fait que les moalim sont vérifiés, etc. Maintenant, comme je vous ai dit, la loi, il n'y a pas de loi en Israël. Si un moël ne veut pas se présenter devant cette commission, il ne veut pas avoir de rapport avec ni le ministère de la Santé, ni le grand tribunal, le grand rabbinat d'Israël, il n'est pas obligé. Mais tous les moalim veulent être affiliés justement
à ces deux ministères, même ceux qui, je dirais, même certains juifs qui sont patricionnistes et qui ne reconnaissent pas tellement l'État d'Israël, parce que vous savez que ça existe, mais quand on parle de Moalim, ils sont, oui, intéressés justement à être en rapport avec cette commission, dans le sens où, si après il y a des complications, grâce à Khalila, il y a des problèmes, ils pourront dire qu'ils sont vérifiés et qu'ils font les choses selon les normes, etc., etc. Il y a aujourd'hui aussi une possibilité pour les Moalim d'avoir une assurance, qui est quelque chose qui est assez nouveau en Israël. Au début, les compagnies d'assurance ne voulaient pas donner d'assurance aux Moalim. Et puis, quand on leur a montré les chiffres, qu'il n'y a pratiquement aucun risque, et que, encore une fois, c'est encadré par le ministère de la Santé et par le ministère des Cultes en Israël et par le grand rabbinat, et que d'un autre côté, ces Moalim ont bien sûr payé une redevance, je ne sais pas comment on appelle ça, tous les mois. Donc, pour les compagnies d'assurance, ils se sont rendus compte que ça valait le coup, et que donc aujourd'hui, les Moalim qui sont affiliés justement au ministère de la Santé, au ministère des Cultes et au grand rabbinat d'Israël sont assurés au cas de Chas Khalila complications. Juste un instant. OK. Alors, bien sûr, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de Brit Mila, je dirais, sans pratiquement parler de Torah. Mais bien sûr que chez nous, la Brit Mila a bien sûr une autre dimension, une dimension, bien sûr, d'une mitzvah qui est, je dirais, c'est pas la première mitzvah qui a été donnée au monde, puisque la première mitzvah, c'est la mitzvah d'avoir des enfants. Mais la première mitzvah qui a été donnée à un juif, qui est Abraham Avinu, c'est justement de faire la Brit Mila et de circoncire ses enfants et de se circoncire soi-même. Et c'est une obligation du père par rapport à son fils. Et au cas où Chas v'Chalila, un enfant n'aurait pas de père, alors dans ce cas-là, ce n'est pas l'obligation de la femme de faire l'obligation de la mère, de faire la Brit Mila à son fils. Bien sûr, je pense que toute mère juive voudra faire la Brit Mila à son fils. Mais si elle refuserait, alors il faut savoir que c'est l'obligation du Bet Din. Le Bet Din, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est possible dans des pays démocratiques, mais dans le principe, ce serait une possibilité au Bet Din de dire, Madame, on vous demande pas votre avis, on est obligé, nous, en tant que peuple juif, c'est-à-dire que le Bet Din, c'est le représentant du peuple juif, on est obligé, nous, en tant que peuple juif, de vérifier, de s'avérer, de faire que tous les juifs du monde soient circoncis. Alors, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on fait, mais c'est une importance, ça, parce que, par exemple, il y a eu des cas intéressants en Israël où il y avait des divergences entre les parents qui étaient en train de divorcer. Il y a eu un cas qu'il y a eu dans les tribunaux israéliens, un couple qui était en train de divorcer et la femme était enceinte, et que lorsque son bébé est né, le père a dit il faut faire la Brit Mila, et la mère a dit non, moi je ne veux pas faire la Brit Mila à cet enfant. Et donc ça a été débattu devant un tribunal. D'abord un tribunal rabbinique, et le tribunal rabbinique a dit à la mère vous n'avez pas le droit de refuser à cet enfant d'être circoncis. Et la mère, elle a dit, mais vous n'avez pas le droit de m'obliger. Je dis, non. Bien sûr qu'aujourd'hui, on ne va pas vous prendre votre bébé de force et vous obliger à faire la Brit Mila ou lui faire la Brit Mila de force. Mais sachez que selon la loi de la Torah, vous êtes obligé, et d'ailleurs, ce n'est pas vous de le faire, c'est au père, c'est lui qui a l'obligation, et puisque le père veut le faire, il faut absolument le faire. Elle a refusé. À la fin, le tribunal rabbinique a décidé que chaque jour qui passait, elle aurait une amende. Elle devrait payer une amende pour le fait qu'elle ne fait pas la Brit Mila à son enfant. Encore une fois, si les deux parents étaient d'accord,
on n'aurait rien pu faire, même là, il n'y aurait pas eu d'amende. Mais puisque c'était, elle volait d'une certaine manière la mitzvah de son mari, l'obligation du mari par rapport à son enfant, alors c'est ce qu'a décidé le tribunal rabbinique. Elle a fait appel devant un tribunal civil, mais le tribunal civil a accepté le fait qu'elle ne pouvait pas empêcher de faire la Brit Mila à son fils. En disant que, puisqu'aujourd'hui, c'est la norme en Israël, et 97% des familles juives font la Brit Mila à leurs enfants, alors vous êtes, madame, je dis, vous êtes d'une certaine manière, c'est quelque chose qui n'est pas dans la norme, vous êtes, comment dire, marginal, même très, très, très marginal. Et vous ne pouvez pas empêcher à votre mari, et surtout empêcher après au bébé, d'être comme 97% des bébés israéliens. Et donc, même le tribunal civil a dit que c'était tout à fait compréhensible, même aux yeux d'un tribunal civil qui ne prend pas la halakha en considération, mais on ne peut pas refuser qu'un enfant soit normal comme les autres, même si on ne prend pas en considération le judaïsme, simplement le fait qu'il soit différent des autres. Donc vous voyez que ça a une implication à la fin, même la halakha surtout. Alors, en plus de tout ça, c'est qu'en plus, la Brit Mila dans le judaïsme, c'est un ethos. Alors, un ethos, c'est un mot grec qui veut dire que c'est un acte ou c'est quelque chose qui s'est passé dans la vie de notre peuple qui fait que c'est quelque chose qui a fondé notre peuple. Alors peut-être que pour les Français, l'ethos de la France, c'est le fait de couper la tête au roi, le fait de libérer la Bastille, c'est Jeanne d'Arc, c'est Napoléon, mais après vous allez me dire que je fais de la politique là, si je parle de Jeanne d'Arc et de Napoléon. Alors dans le judaïsme, bien sûr, l'éthos du judaïsme qui a fondé les côtés de l'histoire juive qui a fondé notre peuple, c'est bien sûr la sortie d'Égypte, c'est bien sûr le don de la Torah, c'est le fait de rentrer en Eretz Israël, c'est Hanouka, c'est tous ces actes qui ont fait que on a une histoire commune qui nous unit tous et qui pas nous unit uniquement au point de vue de nos au niveau de notre histoire et de notre manière de réfléchir. Donc la Brit Mila, c'est pas simplement un acte chirurgical et c'est pas simplement une mitzvah. Bien sûr que c'est une mitzvah, mais c'est beaucoup plus qu'une mitzvah. Je veux dire, si on doit prendre la Brit Mila par rapport, et encore une fois, je suis pas là pour faire une hiérarchie dans les mitzvot. Je dis pas que le loulav est moins important que la Brit Mila, mais oui, d'une certaine manière, dans le fait que le loulav, c'est pas une mitzvah qui a forgé l'identité d'Israël, alors que la Brit Mila, oui. D'abord parce que le premier juif a été circoncis, c'est Abraham Avinu. Ça, c'est clair. Et puis, apprendre à l'histoire de Shimon Vélévi, le fait que Shrem Ben Hamor, il a attaqué Dina, il a violé Dina, et vous connaissez toute l'histoire. Lorsque Shimon et Lévi viennent, ils disent, ils se moquent d'eux à la fin, ils vont en profiter pour tuer toute la ville de Shrem, mais il dit on ne peut pas donner notre fille à une personne qui n'est pas circoncis. Pour nous, c'est quelque chose qui est impensable. C'est une abominité pour nous. Donc on voit encore une fois que c'est quelque chose de fort dans le judaïsme. Déjà, dès le départ, okay, on est les seuls sur Terre à avoir fait la Brit Mila. Si vous voulez, notre fille, et eux, ils comprennent que s'ils veulent se rattacher au judaïsme, au peuple juif, ils n'ont pas le choix. Et puis après, lorsque les Juifs vont rentrer en Eretz Israël, avec Yahushua, on ne peut pas rentrer en Eretz Israël si on n'a pas fait la Brit Mila. Donc tout le peuple juif vont faire la Brit Mila. Vous voyez, toutes ces étapes, c'est quelque chose qui a forgé notre identité. Ok ? Et donc, c'est pas un hasard si quelqu'un veut se convertir au judaïsme, obligatoirement, il doit passer obligatoirement par la Brit Mila, parce que ça fait partie de l'identité de notre peuple, ok, de notre
C'est une mitzvah qui est beaucoup plus grande, qui nous rattache à notre peuple, ok? Et donc, c'est aussi pour cette raison que si quelqu'un qui ne fait pas la Brit Mila, il est écrit dans les versets, Venicheta nefesh me'amea, une personne qui ferait pas la Brit Mila, elle est ce qu'on appelle Chayav Karet, mais lorsqu'on voit les mots qui est utilisé par la Torah, Venicheta nefesh me'amea, cette âme-là, cet homme-là, il va être retranché du peuple. C'est-à-dire, c'est comme s'il ne faisait plus partie du peuple juif, ou il ne fait pas partie du peuple juif. Bien sûr qu'un juif reste juif, toujours juif, mais quelqu'un qui refuserait de faire la Brit Mila à soi-même ou à ses enfants, il veut montrer par là qu'il ne veut pas faire partie de l'histoire du peuple juif. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, la Brit Mila, on la répète tous les jours. Quand on fait Birkat Hamazon, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné à manger. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la terre d'Israël, de nous avoir sortis d'Égypte. C'est bien sûr aussi, comme je vous ai dit, un des ethos, un des moments qui forment le peuple juif. Le fait de nous avoir donné la terre d'Israël, de nous avoir donné la Brit Mila, on le dit tous les jours quand on mange du pain pendant le Birkat Hamazon. Donc, vous voyez, encore une fois. Et puis, on a bien sûr l'histoire de David Amelech face à Goliath. Et comment est-ce que quand David Amelech il veut comment dire, insulter Goliath, comment il appelle? Aplishti Aharel Azé. Ce Philistin qui n'est pas circoncis. Ok? C'est une insulte dans les paroles de David Amelech. Ok? Donc, vous voyez encore une fois. Et puis, bien sûr, ça revient. Alors, lorsqu'on veut détruire le peuple juif, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va interdire la Brit Mila. Maintenant, on vient de sortir de Hanouka. C'est, entre autres, ce qu'ont fait les Grecs et après les Romains, lorsqu'ils ont voulu détruire le peuple juif, faire des décrets anti-juifs. Ils ont bien sûr, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est interdire la Brit Mila, et à la suite de ça, il y a eu bien sûr la révolte de Hanouka, impensable d'accepter une chose pareille, et aussi à la suite de ça, quand c'est après plusieurs centaines d'années après, à l'époque des Romains, pareil, ils veulent interdire la Brit Mila, et Bar Korva n'accepte pas, et commence la révolte de Bar Korva. Donc encore une fois, on voit la centralité de cette mitzvah dans notre peuple. Et puis, on connaît bien sûr toutes les histoires que je vous ai rapportées ici, une histoire d'une femme qui fait la Brit Mila à son bébé qui est né dans un camp de concentration. Avant de rentrer dans les chambres à gaz, elle fait la Brit Mila à son bébé devant tout le monde en disant « Si vous prenez moi et mon bébé, au moins qu'il arrive au ciel en tant que juif d'une manière complète. » Ok, donc, et ça c'est l'histoire qu'on a entendue qui reviennent sans arrêt du fait que les juifs, même au moment les plus sombres de notre histoire, où on est dans des situations dangereuses, ils n'ont jamais refusé la Brit Mila. Et à l'époque moderne, c'est bien sûr pendant la période de l'URSS, où les gens ont fait des Brit Milot dans des cachettes et vraiment se sont mis en danger. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai assisté à la venue des Russes dans les années 90 en Israël. J'étais un jeune marié et j'habitais à Jérusalem en face d'un hôpital qui s'appelle Misgav Ladar. Et je commençais à apprendre à être Moël. Et mon prof, mon Moël qui m'enseignait, il me disait, tu sais, juste en face de chez toi, de l'hôpital, il y a tous les jours des bus qui arrivent avec des milliers de personnes. Ils veulent se faire la Brit Mila. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Tous les jours arrivaient des bus avec 50, 60 personnes, des vieux, des jeunes, des bébés, des gens de 90 ans qui voulaient être circoncis, des gens qui étaient montés en Israël, de l'URSS, de l'ancienne URSS, où on leur avait interdit
de faire la Brit Mila. Et l'État d'Israël leur donnait l'opportunité gratuitement de faire une Brit Mila, bien sûr, dans des conditions ultra médicales, en salle d'opération. Mais ils recrutaient des jeunes comme moi, qui étaient des apprentis Moël, à être dans la salle d'opération avec le chirurgien. Et le chirurgien préparait tout, bien sûr. Et simplement, nous, on disait la bracha et on faisait un petit coup de scalpel pour qu'il y ait quelques gouttes de sang qui coulent. Et puis après, c'était le chirurgien qui continuait parce que, bien sûr, c'était des adultes et des adolescents, etc. Il fallait faire ça d'une manière chirurgicale. Mais, encore une fois, vous voyez, et c'était des moments de joie extraordinaires. Je me rappelle de tous ces vieux de 90 ans qui étaient heureux de se faire circoncire. Et après, on faisait tous un repas tous ensemble, comme on fait dans une Brit Mila, et tout le monde chantait, etc. J'en ai jusqu'à maintenant les larmes aux yeux de vous raconter cela, pour vous montrer la centralité de cette mitzvah dans notre peuple. Et ça cette mitzvah, elle nous poursuit. Elle nous poursuit jusqu'après notre mort. Il y a écrit que Abraham Avinu, notre père Abraham, il est assis à l'entrée du Guéhinom, de l'enfer. Et lorsqu'un juif va rentrer, alors il dit non, toi tu as été circoncis, tu ne peux pas aller en enfer. Il nous envoie directement au Gan Eden. Donc vous voyez, c'est la raison pour d'ailleurs, lorsqu'un bébé naît mort-né, chas v'chalila, quelque chose de vraiment d'épouvantable, lorsqu'il y a une femme qui a un bébé, un mort-né, avant de l'enterrer, on lui fait la Brit Mila. Bien sûr, ce n'est pas une mitzvah, ce n'est pas une obligation, mais c'est la coutume dans le peuple juif. Parce que même ce bébé-là, il aura le droit au Olam Haba, et donc on lui fait la Brit Mila. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair, assez clair, pour vous montrer la centralité de cette mitzvah dans le judaïsme. Et puis, pour vous montrer que les arguments qui sont apportés par les gens qui sont contre la Brit Mila, c'est des arguments qu'on peut très facilement réfuter. Maintenant, quelles sont leurs vraies raisons? Alors, il y en a qui ont des raisons vraiment d'éthique. Ils considèrent que c'est pas quelque chose de correct de faire un acte chirurgical sans demander l'autorisation. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, merci Madame Hana. Ok, je le ferai après. Mais il y a bien sûr, comme je vous ai dit, peut-être d'autres raisons qui sont politiques derrière ça. Le fait qu'on veut interdire aujourd'hui la shrita dans énormément de pays européens, le fait qu'on veut interdire la Brit Mila, le fait qu'on veut interdire le fait de porter des choses sur la tête. Alors, il y en a qui voient ça par rapport aux Juifs, mais bien sûr que peut-être que pour une grande raison de ces personnes, c'est une manière de repousser l'islam, la venue de l'islam en France. Et donc, si on interdit la shrita, donc il n'y a plus de viande halal, si on peut plus interdire la Brit Mila et qu'on peut plus interdire le voile, donc peut-être que ça va repousser certaines populations qui veulent immigrer dans les pays européens. C'est peut-être ça leur vraie raison. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre peuple et notre judaïsme, et du fait que on doit bien sûr se battre et ne pas accepter et en plus montrer que très souvent c'est pas basé sur des arguments qui sont fiables. C'est des états d'âme. Et pour nous, quelqu'un qui n'est pas circoncis, c'est une insulte, comme David Amelech a dit à Goliath. Ce Philistin qui n'est pas, pour nous, c'est une insulte. Et pour nous, c'est quelque chose qui fait qu'on n'a pas de spiritualité. C'est le point par lequel je vais terminer. Il est écrit dans les livres de Kabbalah, etc., que le fait de découvrir le gland et d'enlever le prépuce, vous savez, le mot harel
Harel, c'est quelqu'un qui n'est pas circoncis, mais il y a aussi Orlat Alev, c'est un cœur qui est fermé, où il y a pas de possibilité d'entrer à l'intérieur. Et le fait de dévoiler le prépuce, ça fait, d'enlever le prépuce et de dévoiler le gant, c'est quelque chose qui est spirituel, très très fort, qui donne une possibilité de rentrer de la spiritualité dans l'individu. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est vraiment indispensable et qui est, je dirais, une possibilité de parfaire l'être humain. Alors vous allez me dire, mais Dieu, il a créé l'homme parfait. Ben non, Dieu n'a pas créé l'homme parfait. Il y a une discussion intéressante dans la Gemara. Je vais la terminer vraiment par cela. Entre Tournus Tropos, qui est un mécréant, et Rabbi Akiva. Et Tournus Tropos, il dit à Rabbi Akiva, pourquoi vous faites la Brit Mila? Quoi, Dieu, il n'a pas créé un monde parfait. Alors d'abord, Rabbi Akiva lui dit, non, tu vois, Dieu, il a créé du blé, et le blé, c'est immangeable. Il faut en faire du pain. Tu vois, Dieu, il a créé de la laine, mais ça sert à rien, il faut en faire des pulls. Donc on doit être associé à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde qui est imparfait, et nous, notre but et notre rôle, c'est de parfaire le monde de Dieu, mais pas selon ce que nous on ressent, selon ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Et si on fait ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé, alors on est vraiment des vrais associés pour pouvoir arriver à dévoiler la grandeur de Dieu dans le monde. Et donc, faire la Brit Mila, d'une certaine manière, c'est être associé à la création d'Akadosh Baruch Hu. Et Mirza Hashem, je vous souhaite à tous et à nous tous d'être associés à la création d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr dans la Brit Mila, mais dans toutes les autres mitzvot qu'on fait, qu'on puisse faire avancer la Géoula Shlema. Et je m'excuse encore une fois pour ma gorge. Et je vais la mettre au repos et je vais prendre des gargarismes avec du gros sel, comme a dit Madame Hana. Toda Rabba. Shalom, shalom.